Au coin des livres. Au coin des livres, des idées qui inspirent. Explorer les axes principaux de livres qui nous ont inspirés et d'autres que nous avons réalisés et dont nous voulons partager quelques clés. Des livres qui ouvrent de nouvelles voies. Et des livres qui transforment. Touchés par des idées ou par la poésie ou encore la littérature. Et qui sait si l'art ne pourrait pas aussi ouvrir notre cœur, faire vibrer notre âme et élargir notre pensée d'une belle manière que nous vous offrons en dégustation. Bonjour Vincent, comment allez-vous? Bonjour Christine, merci, ça va très bien. Bien, merci. On se retrouve pour un troisième entretien pour continuer notre périple. Donc, je rappelle aux auditeurs que grâce à votre livre sur cette vision historique de l'évolution de la pensée philosophique dans le monde, en fait, on a essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Qu'est-ce qui s'était passé, d'où vient l'émergence, comment ça s'est constitué. Et on a, dans le premier épisode, principalement évoqué la pensée hellénistique, qui est quand même fondamentale pour notre civilisation occidentale. Et puis, lors du deuxième entretien, on est allé voir ailleurs. Alors certes, on n'a pas tout vu, mais on est allé écouter ce qui avait pu se vivre intellectuellement en terre d'islam et aussi en Inde et en Chine et quelques mots du Japon également. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de l'évolution de la pensée occidentale et de la philosophie en particulier. Et comme c'est notre ancrage principal, c'est quand même là qu'on définit la philosophie essentiellement. Je pense que ça va être passionnant. Je vous laisse débuter et je poserai des petites questions si nécessaire. Merci. Alors oui, effectivement, c'est non seulement notre ancrage, mais c'est aussi, je pense que même si on n'habitait pas en Europe et on était des citoyens de, je sais pas, de Mongolie ou de je ne sais où, on trouverait avec le recul que cette histoire intellectuelle de l'Europe est tout à fait singulière. Et donc, même quand on n'est pas européen, je pense qu'il y a quelque chose là qui s'est produit qui est tout à fait remarquable. Alors, quand on parle soit on parle d'Occident, et dans ce cas-là, généralement, on inclut la pensée grecque, la pensée romaine, la pensée européenne, parce qu'on peut dire après tout ça, c'est l'Occident. Moi, c'est pour ça que je précise plutôt euro-occidental, parce que là, ce dont on va parler aujourd'hui, on ne va pas reparler des Grecs, ni des Romains qu'on avait à peine évoqués. On va plutôt parler de la pensée européenne et de ses extensions et de ses suites. Sachant que la pensée européenne, on ne va pas parler de toute la pensée européenne, on va parler de la pensée de l'Europe occidentale, justement, laissant de côté l'Europe orientale, qui est plutôt sous une influence directe du monde slave. Et donc, on parle de l'Europe occidentale et de ses extensions, disais-je, c'est-à-dire que quand l'Europe colonise le monde, eh bien, la pensée européenne deviendra la pensée du monde colonisé. Par exemple, la pensée américaine est une pensée l'histoire de la pensée euro-occidentale inclut les pensées américaines, canadiennes, australiennes, néo-zélandaises, partout où l'Europe s'est implantée de façon durable, partout où l'Europe a fait des colonies de peuplement, et pas simplement, comme en Inde, par exemple, l'Europe a colonisé l'Inde, mais l'histoire de la philosophie indienne reste indienne, même pendant la colonisation britannique. Alors que l'histoire de la pensée, je sais pas moi, d'Amérique du Nord, si on veut dire, est devenue une histoire de la pensée européenne à partir du moment où les Européens ont pris pied en Amérique du Nord. Donc, pour simplement faire préciser les termes, là, on va parler de la pensée euro-occidentale, c'est-à-dire de l'Europe occidentale et de ses extensions hors d'Europe. Voilà. Alors, quand est-ce qu'on peut la faire commencer? Bien sûr, on peut discuter, parce que entre l'Antiquité tardive, le Haut Moyen-Âge, le Bas Moyen-Âge, la Renaissance, bon, où commence à se constituer quelque chose comme une pensée européenne, hein. Mais d'ailleurs, même d'une façon générale, quand et où commence ce qu'on peut appeler l'Europe, hein. Alors, on va pas rentrer dans ce vaste débat là, parce que c'est pas tout à fait notre sujet. En réalité, le cycle carolingien, l'empire carolingien ou ottonien, sont comment dirais-je, quasiment des feux de paille sur le plan intellectuel. C'est pas là que véritablement commence quelque chose
qui dure de façon continue jusqu'au XXIe siècle. Beaucoup d'historiens s'entendent que c'est autour de l'an 1000, peut-être un peu avant, que se constitue quelque chose comme une unité européenne, une unité par la chrétienté, une unité par le latin, une unité par la papauté, donc unité religieuse, unité linguistique, unité politique, la papauté disais-je, unité artistique, l'art roman, l'art gothique, unité méthodologique, une unité philosophique, la scolastique. Et donc, à partir de l'an 1000, effectivement, se développe une pensée dont l'histoire, dont nous appartenons toujours à cette histoire qui commence vers l'an 1000. Et donc, alors, ça commence comme toujours par une pensée religieuse. C'est d'abord des moines qui mènent la réflexion, des moines et des théologiens qui mènent une réflexion de théologie, à propos des dogmes de l'Église. Mais petit à petit, ces moines sont amenés à commenter Augustin, l'Hippone, Saint Augustin, sont amenés à réfléchir avec Platon, comment dirais-je, enrichissent leur réflexion de l'héritage antique, de ce qu'on appelle les arts libéraux, les 7 arts libéraux, donc le trivium, dialectique, rhétorique, grammaire, le quadrivium, arithmétique, astronomie, musique, géométrie. Et donc, c'est-à-dire qu'ils vont introduire dans la pensée chrétienne des éléments de pensée païenne à partir du XIe siècle, et en particulier à partir de la conquête de Tolède en Espagne en 1085. Eh bien, on va se mettre à traduire énormément de textes de l'arabe vers le latin, qui étaient des textes traduits en arabe par les Arabes qui venaient des textes grecs. Bref, par l'intermédiaire des Arabes et donc de la reconquista de l'Espagne, et en particulier de Tolède, eh bien, quantité de nouveaux textes vont parvenir en Europe, de textes de l'Antiquité grecque et latine. Et ça va renouveler considérablement la pensée de ces moines philosophes qui deviennent aussi rapidement la pensée sort des monastères, elle devient celle de clercs, toujours de religieux, mais cette fois-ci des écolâtres qui sont donc affiliés à des écoles cathédrales, c'est-à-dire des écoles urbaines. Donc, vous voyez que la pensée passe principalement des monastères à des écoles urbaines, des écoles cathédrales, et bientôt au XIIIe siècle, avec la fondation des universités, on peut dire que l'histoire de la pensée médiévale est l'histoire d'une sortie progressive d'un cadre religieux et d'une ouverture croissante vers la culture païenne. Et le fait que les penseurs s'abreuvent de textes anciens, Platon, Augustin, disais-je, Platon, et puis surtout Aristote à partir du XIIIe siècle, le problème que se posent de plus en plus ces clercs théologiens, c'est comment concilier les données de la Bible et l'autorité des anciens, avec un A majuscule, c'est-à-dire principalement d'Aristote. Pour simplifier, comment concilier Aristote avec la Bible? Voilà la grande affaire du Moyen-Âge, en tout cas d'une partie du Moyen-Âge. Comment concilier la foi et la raison? Est-ce qu'il s'agit de deux vérités qui mènent de deux chemins vers une vérité unique? Est-ce qu'il s'agit d'une seule et même vérité? Enfin, voilà, comment concilier deux autorités? Et il y a une sorte d'équilibre qui se réalise au XIIIe siècle. Et puis, de plus en plus, au XIVe siècle, la pensée païenne, disais-je, ne fait que se renforcer. On voit la pensée qui n'est plus uniquement celle de clercs, de membres du clergé, mais aussi des laïcs. Le recours à l'expérience se fait croissant. Bref, l'équilibre médiéval est fragilisé. C'est un peu la fin de ce qu'on peut appeler un cycle médiéval, même si et pourquoi? Parce que la fin du XIVe siècle est une grande période de troubles. C'est la guerre de 100 ans. C'est des grandes épidémies, donc l'épisode notamment le plus effroyable en 1348, la grande peste noire. Ce sont des révoltes, ce sont des famines, des troubles climatiques. Entre 1350 et 1450, en gros,
il y a voilà, un certain nombre de troubles politiques et sanitaires, disons, vont faire que la pensée semble heurtée et fragilisée. Et la synthèse médiévale entre la foi et la raison, dont peut-être Thomas d'Aquin est la figure la plus classique. Cette synthèse se renouvelle, se fragilise, et à la Renaissance émerge une pensée nouvelle, et le centre de l'Europe se déplace. On va y aller. La Renaissance, je voulais juste faire une petite incision. Donc, on voit que quand les différents facteurs extérieurs viennent perturber l'équilibre de la société, ça a un impact sur la pensée et la philosophie, ceci d'autant que on peut dire qu'à l'époque, tout était résumé par Dieu, même si j'ai bien entendu les apports croissants des autres cultures et des autres pensées. Mais en tout cas, ce Dieu bon qui répond à tout, ça va pas du tout avec la guerre, avec la famine, avec la peste, etc. Donc il y a aussi une rupture même dans le peuple de ne plus pouvoir croire uniquement à ce postulat, puisque ça ne tient pas la route. Enfin, ça devient de plus en plus compliqué d'arriver à légitimer un Dieu bon avec tout ce que vit le peuple à ce moment-là. Je pense que ça doit participer. Oui, alors sans doute que... Alors ceci dit, je ne soutiendrai pas la thèse que les grands drames fragilisent la foi. Parce que aussi bizarre que ça puisse paraître, il semble qu'à chaque fois que la foi devrait être remise en question, épidémie par exemple, on dit c'est la preuve que Dieu n'existe pas. Tous ces innocents qui meurent d'atroces souffrances, ces enfants pleins de pustules qui meurent, voilà, sont preuve de l'inexistence de Dieu. Mais pas du tout. Les gens se disent pas ça. Au contraire, souvent ils se raccrochent à la religion et leur foi n'est que ravivée en proportion des troubles et des affections et en proportion des troubles qui les affectent. Là, on est sur une logique de superstition en fait. Alors qu'on peut supposer que pour les philosophes, ça leur permet plutôt une distanciation. Du coup, c'est pas la même chose. L'individu, quand il est vraiment affecté, on le voit bien pour les gens qui ont des cancers, etc., qui se tournent vers la foi parce qu'il reste pas grand-chose d'autre. Donc, je dirais c'est peut-être le côté psychologique qui a besoin de se raccrocher à quelque chose pour mettre du sens à titre individuel. Et effectivement, comme vous dites, on peut avoir une foi revivifiée au niveau de sa pratique ritualisée, mais pas au niveau de la pensée, c'est-à-dire du système explicatif du monde, il peut être davantage fragilisé. C'était dans ce sens-là que je voulais... Oui, tout à fait. Et de fait, l'histoire vous donne raison. À partir de la Renaissance, le poids de l'Église sur la pensée philosophique ne fait que décroître. Et c'est sans doute lié effectivement aux troubles dont on parlait à l'instant. Il se trouve que la pensée se donne d'autres supports. Jusqu'à présent, les penseurs étaient affiliés soit à des monastères, soit à des écoles cathédrales, soit à l'université. L'université, qui, il faut le rappeler, à l'époque médiévale, est chapeautée par la papauté. Donc c'est une institution qui est régie par l'Église, même si la papauté est toujours lointaine. La liberté de pensée est bien plus importante dans une université que quand parce que les règles, même quand Aristote est interdit, les gens enseignent à Aristote malgré tout. Donc les interdits ne sont pas respectés. Donc, mais néanmoins, le monde médiéval est un monde régi, encadré par l'Église, le monde de la vie intellectuelle au Moyen Âge. Alors qu'à la Renaissance, les penseurs se trouvent d'autres affiliations, de nouveaux terrains de jeu, pour ainsi dire. Par exemple, les principautés italiennes vont devenir des centres intellectuels d'un genre nouveau, où des penseurs peuvent être affiliés à des républiques italiennes et se faire des conseillers du prince. Des mécènes vont aider ou financer certains penseurs. Ou d'autres, d'ailleurs, de nouvelles catégories d'individus apparaissent, des ingénieurs, tels Léonard de Vinci, le plus connu d'entre eux, des pratiquants des sciences occultes qui vont réfléchir de façon très précise en fait à la matière, les alchimistes, les astrologues qui font de l'astronomie. Donc les alchimistes font une sorte de chimie, les astrologues font de l'astronomie, les philosophes sortent des cadres de l'Église.
tout ce qui était péjoré, c'est-à-dire les arts, non pas les arts libéraux, ce sont des arts libres pour l'esprit, mais les arts mécaniques sont quelque part valorisés de plus en plus, puisqu'on découvre que la pensée peut s'appliquer à la nature et ne pas uniquement se tourner vers la raison, les essences platoniciennes, des vérités chrétiennes. Donc, on voit une pensée qui de plus en plus se tourne vers la matière, disons, ou vers les choses naturelles. Et donc, ça renouvelle considérablement les cadres de l'esprit. Hein, et puis, c'est l'époque, on dit tout, des grandes découvertes. Oui, alors ce qui est important, c'est pas simplement le fait que Christophe Colomb ait mis le pied en Amérique, mais c'est que en découvrant ou en redécouvrant ou en se mettant en contact avec les cultures mésoaméricaines, nord-américaines et sud-américaines, l'Europe, les penseurs sont confrontés à une sorte d'altérité, une altérité culturelle qui est l'occasion d'une grande remise en question, d'une grande réflexion sur justement sur l'altérité des cultures, sur la différence, sur la diversité du genre humain, alors on voit des pensées fleurir comme celle de Montaigne par exemple, qui s'interroge sur la relativité des cultures, Lévi-Strauss en fait à juste titre un des premiers grands anthropologues. Et donc la pensée se renouvelle au contact de ces nouveautés géopolitiques et institutionnelles. Lévi-Strauss, c'est beaucoup plus contemporain. Je dis ça pour je pose nos auditeurs avertis, mais c'est juste pour clarifier. J'entends vous parler de filiation, effectivement. C'est curieux d'ailleurs, parce que cette altérité, à la fois, on la découvre, on la redécouvre, parce que c'est pas la première fois, déjà dans cette histoire européenne, occidentale, qu'on rencontre l'autre dans sa différence, puisqu'avec la route de la soie, et ces autres ont déjà été rencontrés. Les invasions ont aussi permis de rencontrer l'altérité. Simplement, dans certains cas, est-ce que ce qui venait du commerce est allé jusqu'à nourrir la philosophie? Je ne sais pas, mais quand les textes accompagnaient les épices, peut-être. Et quand ce sont des invasions, on est plutôt en mode réactif qu'en mode intégratif. Mais là, ce que vous n'aimez, c'est aussi le fait qu'il y avait un projet, justement, c'est pour ça que vous parlez de Lévi-Strauss, anthropologique finalement, même si ça ne se nommait pas encore comme ça. C'est-à-dire, il y avait un projet de découverte, d'exploration. Et donc, dedans, dans le package, il y a de la curiosité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a du tout eu des comportements pacifiques. Quand au tout début, oui, mais ça s'est vite gâté avec la quête de l'or. Donc, cette altérité, plutôt, ça s'est mal fini pour eux. Mais pour quelques-uns, c'est une altérité qui a été questionnée, même si la controverse de Valladolid pose la question de l'âme des Indiens et autres personnes. Mais en tout cas, voilà, c'était simplement pour resituer que cette rencontre avec l'altérité, elle ne nous est pas facile. Et alors, on le reverra tout à l'heure, mais je vois que quand elle revient, ce questionnement, puisque ces découvertes vont conduire ensuite au colonialisme, etc. Et là, on voit qu'on a une réaction, espèce de retour de l'histoire avec les pensées sur le colonialisme, et on revisite l'altérité. Là, je parle de notre contemporanéité, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc, je vous ramène aux grandes découvertes et à ce que vous disiez, c'est-à-dire la découverte d'autres cultures et la remise en question de quoi? De nos certitudes? Oui, tout à fait. Puis, merci pour ces précisions qui, effectivement, c'est pas la première fois que l'Europe est en contact avec une altérité culturelle. On l'a vu avec l'islam et avec la route de la soie, vous disiez, avec les Vikings qui envahissent. Bon, voilà, c'est pas la première fois, mais cette fois-ci, ça a été vraiment l'occasion d'une réflexion profonde sur aussi la justice. Vous faisiez allusion à la controverse de Valladolid au milieu du XVIe siècle. Voilà, quel est le droit de ces gens à exercer leur culte? Est-ce qu'il y a un droit de propriété? Est-ce qu'il y a un droit international? Comment fonder le droit, etc., etc. Donc la réflexion est considérablement renouvelée, beaucoup plus que des fois précédentes. Encore que le contact avec l'islam avait renouvelé beaucoup la pensée philosophique, mais parce que l'islam nous ramenait à nous-mêmes quelque part, en montrant les racines gréco-latines
de l'Europe. Alors que là, bon, c'est effectivement l'occasion d'un renouvellement de la pensée, également parce que l'époque n'est plus la même. C'est aussi l'époque de la révolution galiléo-copernicienne. Copernicienne d'une part, surtout galiléenne en réalité. Et donc, on remet en question justement de plus en plus les traditions de pensée anciennes. Et donc, c'est la double autorité de la Bible et d'Aristote ou de Platon, Aristote est de plus en plus remise en question. Et c'est une pensée naturaliste nouvelle qui se développe avec toujours au sein de la philosophie, parce que finalement, tous ces gens qui font de l'astronomie et qui explorent le monde le font dans le cadre de la philosophie naturelle, comme on dit. Et la philosophie naturelle, voilà, si vous êtes astronome, botaniste, etc., vous faites de la philosophie naturelle. Donc, c'est dans le cadre de la philosophie, mais néanmoins des spécialisations. Le champ intellectuel se spécialise, se ramifie. On a des mathématiciens, on a des astronomes, disais-je, on a des cartographes, on a de plus en plus de physiciens également. Et donc, cette spécialisation se fait certes au sein de la philosophie, mais va permettre de renouveler le cadre de la pensée philosophique. Et on arrive donc là, avec Galilée au début du XVIIe siècle, et de ce qu'on appelle la philosophie moderne, ou parfois on l'appelle aussi la philosophie classique. Moi, ça me va très bien cette expression, puisque j'appelle la période classique qui englobe en gros le XVIIe et le XVIIIe siècle. Et pourquoi je l'appelle la période classique? Parce qu'il y a une sorte d'équilibre là qui se fait, où la philosophie s'est affranchie en grande partie de la pensée religieuse. Elle s'est donné d'ailleurs de nouveaux cadres intellectuels. Je parlais tout à l'heure des républiques et des principautés italiennes. Bon, à partir du XVIIe siècle, surtout la deuxième moitié du XVIIe siècle, on va créer de nouvelles institutions, les académies. Académie royale des sciences à Paris, la Royal Society à Londres, et puis toute l'Europe va imiter Londres et Paris en créant donc des académies des sciences, des académies des lettres, etc., où des penseurs se donnent là un espace, un terrain de jeu, des réseaux d'échanges dans lesquels ils sont beaucoup plus libres qu'à l'université, qui continuent d'exister, bien entendu, et qui continuent d'être sous l'autorité ou encadrés par l'Église. Et donc, ces nouveaux dispositifs, ces nouveaux réseaux intellectuels, leur correspond une pensée elle-même neuve. Alors, bien sûr, on pense à Descartes pour la France, qui va renouveler considérablement les cadres de la pensée. Son équivalent anglais, c'est sans doute Francis Bacon, les deux cherchant une méthode. Le XVIIe siècle est un siècle rationaliste qui cherche à refonder le savoir et se donne une méthode pour donner au savoir des cadres fermes et établir des vérités en remettant en question, ne serait-ce que provisoirement, ce qui avait été établi jusqu'à présent. Et surtout, le XVIIe siècle veut mettre de l'ordre parce que à la Renaissance, la pensée est foisonnante, la pensée part dans toutes les directions. Les deux siècles le XVe et le XVIe siècle sont extrêmement riches sur le plan intellectuel, mais on a un petit peu l'impression que ça part dans tous les sens, si vous voulez. Le XVIIe siècle c'est un siècle de la méthode qui cherche de l'ordre, qui cherche des systèmes. Donc les grands systèmes philosophiques vont être établis surtout au XVIIe siècle. Alors, on peut mettre le XVIIIe siècle dans le prolongement du XVIIe, mais sur un mode un peu différent. C'est-à-dire que le XVIIIe siècle cherchera moins une méthode et des systèmes pour encadrer la pensée, pour la fonder, que à faire tout. Il s'agit toujours de mettre la pensée en ordre, mais cette fois-ci dans le cadre plutôt de dictionnaires et d'encyclopédies, à l'image de la grande encyclopédie de Diderot et d'Alembert, mais il y en a beaucoup d'autres. Les Anglais vont faire leurs encyclopédies, les Allemands également. Le XVIIIe siècle est un siècle boulimique de connaissances, où on explore le monde, où on devient un peu plus empiriste, un peu plus newtonien que nous n'étions cartésiens au XVIIe siècle. Et donc, ce qu'on appelle d'ailleurs le siècle des Lumières, le siècle de la raison, c'est un petit peu mal nommé, parce qu'en réalité, comme je le disais à l'instant, c'est plutôt le XVIIe siècle qui est un siècle de la raison, de la méthode,
alors que le XVIIIe siècle est plutôt un siècle de l'expérience, de la boulimie de données, hein. À l'image de ces explorateurs, disais-je, ces grands navigateurs qui parcourent le monde, hein, surtout dans la deuxième moitié du siècle, et qui vont embarquer avec eux des botanistes, des géologues, en tout cas les précurseurs de ces sciences-là, pour des zoologues, pour ramener des échantillons de tout un tas de curiosités à travers le monde, qui vont se retrouver dans des cabinets de curiosités, et finalement tout ça va être mis en ordre dans des encyclopédies, disais-je. Donc je vais un peu vite en besogne, mais vous voyez que le XVIIIe siècle est un siècle qui se nourrit en permanence de savoir positif. Les philosophes eux-mêmes sont des fondateurs des futures sciences humaines au XVIIIe siècle. Tous les philosophes sont en même temps des philosophes savants. Il y a une sorte c'était d'ailleurs déjà le cas aussi au XVIIe siècle. Les philosophes sont des philosophes mathématiciens, des philosophes astronomes, des philosophes opticiens, des philosophes physiciens, des philosophes anthropologues, les philosophes. Vous voyez, même parlons des sciences humaines. Un Diderot, d'Alembert, Montesquieu, qui est aussi sans doute un des précurseurs de la sociologie, de l'anthropologie, David Hume, qui écrit sur l'entendement humain, qui est un des fondateurs de ce qui deviendra la psychologie, etc., etc. On peut Smith, qui est un penseur, Adam Smith, qui passe pour le fondateur de l'économie à juste titre, mais qui est aussi un grand philosophe à part entière. Donc voilà, tous les philosophes sont des touche-à-tout, et au XVIIIe siècle sont les grands fondateurs de ce qui deviendra plus tard des sciences humaines. Avant que vous ne continuiez, en vous écoutant, j'entends quelque chose. C'est comme si, à chaque fois qu'on est dans une période foisonnante, puisque vous l'avez nommé déjà à 2 reprises, mais si on se remet à ce que vous avez dit précédemment dans les autres traditions, à chaque fois que c'est foisonnant, en tout cas la manière dont vous en parlez, c'est comme si c'était un peu le côté apogée de la pensée, et après ces foisonnements arrive souvent un moment où on essaie de remettre de l'ordre, d'encadrer la connaissance, de la structurer, et ça a l'air d'être moins lumineux. Oui, alors je dirais pas ça du XVIIe siècle, qui me semble très lumineux, même si la Renaissance, que le XVIIe siècle clos, était aussi très lumineuse. Alors je dirais que si on veut parler dans ces catégories finalement de progrès ou de réaction un peu, bon, je dirais que il y a une sorte on peut s'émerveiller aussi bien de la pensée à la Renaissance que de la pensée au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. Par contre, je ne dirais pas tout à fait la même chose de la philosophie à partir de la fin du XVIIIe siècle. Parce que là j'irais dans le sens de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que parce que le XVIIIe siècle est un siècle foisonnant, mais qui met aussi de l'ordre, hein. Encore une fois, à l'image de Linné, qui fait des catégories du monde vivant, les encyclopédistes, les faiseurs de dictionnaires mettent de l'ordre dans le savoir, hein. C'est pas un savoir qui est simplement aussi dispersé qu'à la Renaissance. Mais néanmoins, il ne s'agit pas de faire des systèmes comme le faisait le XVIIe siècle. C'est plus tout à fait on n'a plus le besoin d'une pensée qui fasse système. En tout cas, je mets Kant de côté, puisque Kant est un penseur plutôt de la fin du XVIIIe siècle. C'est ce qui intéresse les auteurs, c'est moins le système que l'accroissement du savoir, au fond, hein. Et quand même un savoir qui n'est pas purement dispersé. Mais effectivement, à partir de la fin du XVIIIe siècle, qu'est-ce qui se passe? Il se passe plein de choses, hein. Au niveau politique, bien sûr, la Révolution française est un événement qui n'est pas uniquement franco-français, mais qui est un événement mondial. Les révolutions américaines juste avant, qui étaient d'ailleurs aussi sous impulsion française, puisque les Français ont participé à la Révolution américaine pour quelque part se venger des Anglais qu'ils avaient battus un peu juste dans la guerre précédente. Toujours est-il que les révolutions américaines, surtout la Révolution française, ont des retentissements dans la vie intellectuelle très importants. Mais la fin du XVIIIe, c'est aussi l'époque où ce qui était des spécialités au sein de la philosophie, tu disais l'astronomie, la physique, etc., la chimie, vont de plus en plus devenir des spécialités indépendantes de la philosophie. Et la grande divergence entre la philosophie et les sciences se fait à la fin du XVIIIe siècle. Et la science devient de plus en plus, les diverses sciences, tour à tour, s'autonomisent en fait. Et c'est peut-être le grand événement
de la vie intellectuelle. La philosophie se retrouve non pas isolée, il ne faut pas exagérer, mais enfin quand même, elle doit, pour la première fois, depuis, que la pensée européenne s'est fondée, la philosophie se retrouve victime d'une certaine ramification. Alors, il y avait deux possibilités. Soit les philosophes se disaient, mais merci, c'est parfait. Les savants spécialisés travaillent dans leur coin et nous pouvons récolter tranquillement les fruits de leurs travaux. Et voilà, on se spécialise et comme ça, tout le monde récolte les fruits de cette spécialisation, de même que nous. Quand on boit notre café, qu'on mange ceci, qu'on mange cela, on est très content que des gens spécialistes fassent voilà, on leur achète la nourriture, en échange de quoi on leur vend des cours de philosophie ou je ne sais quoi. Bref, chacun fait ce qu'il peut faire de mieux et tout au bénéfice du plus grand nombre. Alors, c'est les principes de l'échange, hein, de l'échange et du commerce. Sauf que ça ne se passera pas exactement comme ça dans le champ intellectuel. Les philosophes ne vont pas se dire au XIXe siècle, merci les savants de faire une science spécialisée et on va récolter les fruits de votre travail. En échange de quoi, nous, on va problématiser notre façon, on va réfléchir sur la base de vos travaux. Non, non, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. On va au contraire essayer de de ne pas perdre la main en matière cognitive, c'est-à-dire en matière de connaissance, et on va essayer de produire une connaissance philosophique qui soit une sorte de métaconnaissance, une archi-connaissance, une connaissance qui reste dominante des autres connaissances. Et bref, en réalité, on va faire des systèmes à nouveau, des grands systèmes qui vont englober le savoir, l'encadrer. Alors, les plus célèbres d'entre eux sont les systèmes kantiens et post-kantiens, du type Kant, Fichte et Schelling-Hegel. Il y en a d'autres, hein, les Allemands ont excellé dans cette façon de faire. Et ces grands systèmes consistent au fond à produire un savoir qui reste philosophique et qui reste englobant, hein. Hegel écrit une encyclopédie des sciences philosophiques, et cette encyclopédie des sciences philosophiques qui englobe à peu près tous les savoirs, c'est pas une encyclopédie qui va récolter les savoirs simplement en les mettant dans une sorte d'enchaînement philosophique. C'est un sorte de parasavoir en réalité, hein. Les philosophes refusent en fait, en grande partie, cette altérité des sciences et font des systèmes pour refonder, hein, chercher un fondement qui ne soit pas scientifique, qui soit philosophique. Et donc, peut-être que c'est des systèmes qui peuvent être admirables, comme on admire aujourd'hui des châteaux en ruine en réalité, hein. Des châteaux qui ont été grandioses et qui sont en ruine parce que ces systèmes-là, ils s'enchaînent, ils se succèdent, mais plus personne aujourd'hui n'est hegelien comme Hegel, n'est kantien exactement comme Kant. On va tirer chez Kant ceci, cela qui va être passionnant, on va dire sur le plan de la morale, sur le plan de l'esthétique, mais le système kantien lui-même, qui est kantien comme Kant l'était lui-même, qui est fichtéen, qui est schellingien, etc., à la façon dont ces auteurs l'étaient, en fait, les personnes, ce sont des forteresses, des systèmes magnifiques, mais qui restent des tentatives vaines d'encadrer le savoir, de le fonder éternellement. En réalité, le savoir ne peut pas être ainsi fondé pour l'éternité sur la base d'une intuition philosophique. La science va passer son temps, en réalité, à remettre en question les cadres dans lesquels les philosophes ont voulu la placer par des a priori transcendantaux. J'ai une petite question avant que vous continuiez. Cette volonté de créer des systèmes, donc j'ai bien compris, hein, c'est parce que les disciplines s'autonomisent de la philosophie que la philosophie pose la question de ce qu'elle est, puisqu'elle est dessaisie de tout ce dont elle a accouché, en fait. Et donc, vous parlez de systèmes. Ces systèmes ont-ils pour objectif, alors j'ai bien compris, de se mettre en méta pour expliquer le savoir, le raisonnement, la logique globale de ces sciences. Donc, il y a une question existentielle de la philo. En quoi est-ce qu'on existe encore? Donc, se mettre en système. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de toujours comprendre le monde? Rappelons-nous Pic de la Mirandole, qui était Dixit, à l'époque perçu comme tout connaître de son époque. Est-ce que c'est pas en fait une curiosité fondamentale intellectuelle que de se dire, pour arriver à penser, j'ai besoin de saisir la complexité, le mot complexité arrive un peu trop tôt là, mais le foisonnement de ce qui existe, et comme toutes ces disciplines se complexifient les unes après les autres, et elles se densifient, effectivement, faire un méta
système devient de plus en plus compliqué. D'abord, comme vous disiez, parce que les sciences vont elles-mêmes passer leur temps à se débloquer et donc à remettre en cause ce qui était vrai quelques années avant. Donc ça, c'est un fait. Et du coup, ça bouscule la capacité de penser globalement. Mais en même temps, c'est un vrai désir. Pour comprendre le monde, on a besoin de ça. Donc, j'entends deux choses dans cette notion de système. Trois choses. Une résistance existentielle de la philosophie, une volonté de continuer à maîtriser quelque chose, et puis de faire système pour faire sens. Oui. Alors, effectivement, le système pourrait avoir un aspect très positif, c'est-à-dire on encadre le savoir et c'est tout en étant tourné vers la richesse de ces savoirs nouveaux. Par exemple, Auguste Comte fait un système qui est un système des savoirs scientifiques et donc il met dans l'ordre les divers savoirs scientifiques. Mais Auguste Comte ne se contente pas de les classer, il leur donne aussi des cadres, justement. Il va dire, par exemple, alors la psychologie, non, ça c'est une fausse science, c'est pas la peine de s'en occuper. L'astronomie, oui, mais l'astronomie planétaire, l'astronomie stellaire, les étoiles, c'est pas la peine. La mathématique, oui, très bien, mais pas les probabilités, ça sert à rien, etc. etc. Donc, la sociologie, voilà ce qu'elle doit faire. Donc, Auguste Comte, oui, en même temps qu'il encadre les savoirs, pour quelque part, il fait de la philosophie le système du savoir, et bien en même temps, il va quand même donner des leçons, des directives, dire ce que les savants doivent faire, et donc quelque part perpétuer cette sorte de position ascendante, de surplomb sur les divers savoirs pour, quelque part, j'allais presque dire, donner des leçons au savoir. Alors qu'à mon avis, la posture la meilleure serait pas celle-ci, serait celle d'encourager la diversité des savoirs et certainement pas les borner en disant voilà ce que telle science doit faire, voilà où elle doit creuser plutôt que là. Parce que ce qui enrichit la pensée, et notamment la pensée philosophique, ce qui devrait enrichir la pensée philosophique, c'est justement cette liberté totale donnée aux savants. Je donne simplement un exemple. Quand Darwin publie en 1859 L'origine des espèces, c'est un événement dans le monde savant, dans le monde de la biologie, de l'histoire naturelle, comme on disait. C'est aussi un événement dans le monde philosophique, parce que cette pensée va renouveler la vision que l'homme a de lui-même. Hein. Qu'est-ce que l'être humain? Voilà une question éminemment philosophique. Eh bien, on ne peut pas être indifférent à la pensée de Darwin quand on s'intéresse à l'homme, à la vie, à l'histoire, à la logique même sociale. Beaucoup de darwiniens, sous l'impulsion de Herbert Spencer, vont essayer de penser la logique du monde social sur la base du darwinisme, etc. Donc ça renouvelle aussi la philosophie politique. Bref, la révolution darwinienne est une révolution intellectuelle globale. Et si on avait donné des cadres, et si Darwin avait, je sais pas, avait lu Auguste Comte ou avait lu Hegel ou Kant ou je ne sais quoi, il se serait peut-être dit, ouh là là, non, ça je vais pas faire ci, je vais pas faire ça, c'est contre ce que l'on pense a priori de l'être humain. Et voilà. Et l'histoire des sciences, en réalité, est l'histoire des interdits philosophiques qui ont été déjoués, qui ont été contournés. Et les philosophes courent après en essayant de refonder à nouveau sur une nouvelle base. Alors typiquement, si on arrive au XXe siècle, la mécanique quantique, la relativité restreinte et la relativité générale d'Einstein, et peut-être la mécanique quantique encore plus, vont imposer aux philosophes une sorte de grande révision de ce qu'ils croyaient être les fondements du savoir. Donc il y a une sorte de course comme ça une sorte de course un peu bizarre où les philosophes donnent des cadres dans lesquels les savants doivent chercher, des cadres intellectuels a priori, et puis finalement ils renouvellent les a priori ou leur vision du système à chaque fois qu'il y a des grandes révolutions scientifiques. Bon, alors je ne veux pas non plus caricaturer trop, les philosophes ne font pas tous des systèmes, ne sont pas tous des philosophes transcendantaux, cherchant des systèmes a priori ou cherchant une sorte de méta-savoir. Bon, il y a 1000 façons de faire de la philosophie, hein. Mais globalement, je crois pouvoir dire que depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, il y a une sorte de divorce qui s'est fait entre philosophie et science, et le divorce est ambigu. Les relations ne sont pas tout à fait idylliques. Ce sont des relations de méfiance partielle. Je crois qu'on n'a pas tout à fait tiré la conclusion. On n'a pas bien compris la chance qu'on avait en fait d'avoir une science autonomisée. Mais bien sûr, on pourrait nuancer selon les périodes. Par exemple, je précise juste ça, entre, disons, 1850 et 1875, 1880, on a des périodes qui nuancent complètement ce que je viens de dire, hein, où à nouveau, les philosophes et savants travaillent main dans la main. Et puis donc,
Il faudrait nuancer beaucoup, hein, surtout à partir de 1980. Mais en tout cas, globalement, voilà un petit peu un état des lieux. Alors, merci. Juste une chose que je trouve fascinante en vous écoutant, c'est comme si l'altérité se plaçait à un autre endroit. L'altérité serait entre science et philosophie, chacun se regardant comme étant un alter, un autre, différent qu'il voudrait amalgamer ou avec lequel il voudrait discuter, sans forcément encore complètement y parvenir. Bah, je dirais que c'est une relation dissymétrique, hein. Je dirais pas que chacun se regarde réciproquement comme ci ou comme cela. Je dirais que c'est une relation dissymétrique. Les savants n'ont nul besoin des philosophes pour développer leurs divers savoirs, hein. Les sciences humaines, par exemple, qui est les grandes questions sur l'humanité, la société, les mœurs, la culture, vont être de plus en plus traitées par la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, etc. De façon autonome, et encore une fois, un anthropologue n'a pas besoin qu'un philosophe lui dise voilà ce que c'est que l'essence de la culture. Il va dire je vais vérifier par moi-même, je vais collecter des données, je vais réfléchir sur cette base-là. Un scientifique n'a pas besoin d'arriver avec la critique de la raison pure pour aller étudier les peuples d'Amazonie, mais inversement, l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que si vous voulez faire une philosophie de l'homme, qu'est-ce que c'est que l'être humain, par exemple, vous avez tout intérêt à compulser les récits qu'ont fait les ethnographes et les réflexions menées par les ethnologues. Ça enrichit considérablement votre réflexion sur l'humanité. Hein, vous avez de même aussi un intérêt à compulser et à renouveler également considérablement l'idée qu'on se fait de l'humanité. Hein. Donc, si vous voulez réfléchir aux grandes questions de la philosophie, eh bien, c'est tout votre intérêt de vous renseigner sur ce qu'on va dire sur vos sujets. Voilà, des anthropologues, des préhistoriens, des sociologues, etc. Non pas comme une nouvelle Bible, comme de nouvelles autorités absolues qu'il faudrait simplement interpréter ou retranscrire servilement. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'enrichir sa réflexion tout simplement. Et donc, pourquoi il y a asymétrie? C'est que je ne crois pas que l'inverse soit vrai, c'est-à-dire que pour être un bon physicien, il faille être un bon philosophe. Voilà. Il y a une sorte d'asymétrie. Merci beaucoup. Donc là, on peut dire qu'on a un panorama rapidement brossé de l'évolution de notre pensée européenne occidentale de l'Ouest, si je peux le dire comme ça. Et peut-être que ça pourrait nous amener à une autre étape. Est-ce que vous en êtes d'accord pour qu'on aille regarder c'est quoi finalement la philosophie? Très bien. Bien, je reviens vers vous et je vous demande quelques petites, peut-être à la fois ancrage définition et puis perspective par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. J'aurais envie de vous demander, qu'est-ce que la philosophie en général? Bon, un petit peu comme une définition justement pour le coup orthodoxe, mais ce que vous en diriez aujourd'hui, ce qui n'est peut-être pas la même chose, c'est-à-dire c'est quoi l'élan initial de la philosophie et aujourd'hui c'est quoi la philosophie? Et pour suivre les questions que je vais vous poser, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire de la philosophie dans le monde particulier, numérique, humaniste, avec l'IA, et donc justement le questionnement sur l'être humain. Donc voilà, si on pouvait déjà débuter avec ça, je vous en remercie. Merci Christine, ça fait déjà un gros programme, hein, parce que c'est une question au moins qui est triple. Alors, qu'est-ce que la philosophie? Bon, alors, disons qu'elle se pose trois grands types de questions, la philosophie. La première grande question qu'elle se pose depuis les origines, finalement, c'est déjà de quoi le monde est fait, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui existe, quelle est la vérité, hein, que puis-je connaître? Donc toute cette série de questions, on peut dire, ce sont des questions ontologiques, si on aime les mots un peu techniques, c'est-à-dire de quoi l'être est-il fait, ou des questions gnoséologiques, cognitives, c'est-à-dire que puis-je connaître? Donc des questions qui concernent le savoir. Hein. Tout le monde conviendra que voilà, de quoi le monde est fait, qui est l'homme, etc. Ce sont des questions philosophiques. Donc des questions, voilà. Première batterie de questions qui concernent l'être, le savoir. Deuxième batterie de questions, les valeurs. Hein.
qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, quel est le bien, le mal, le beau, le laid, etc. Donc, la philosophie, évidemment, se pose aussi des questions de valeurs. Elle est donc aussi, ce qu'on pourrait dire, une axiologie, une théorie des valeurs. Donc, une théorie de l'être et du savoir, une théorie des valeurs, qu'elle va d'ailleurs relier l'un avec l'autre. Étant donné le savoir, que puis-je dire sur les valeurs? Donc, il s'agit de coordonner une théorie des savoirs et une théorie des diverses valeurs. Et puis, la philosophie a toujours été, en plus, une praxéologie, disons un guide de vie. Elle s'est aussi posé des questions existentielles. C'est pas tout à fait la même chose que la théorie des valeurs, parce que on peut très bien être un théoricien du bien et du mal et se comporter comme un goré. C'est pas incompatible. Mais la philosophie, traditionnellement, est aussi un mode de vie, un type de comportement, une recherche de sagesse. La recherche de sagesse, c'est-à-dire, qu'est-ce que de la sagesse? C'est la conciliation du savoir et de la morale, au fond, et la mise en œuvre de ce savoir et de cette morale dans une vie singulière, dans ma vie. Et moi-même, qui me pose des questions existentielles que je ne peux pas, qui sont insubstituables, un autre ne peut pas se les poser à ma place. Donc, il y a quelque chose d'incarné aussi dans la pensée philosophique. Chaque philosophe aussi en son nom, se pose des questions qui concernent sa vie, sa pratique, son comportement, son éthique personnelle. Et donc, toutes ces questions praxéologiques, donc en rapport avec la praxis, avec la pratique, avec le mode de vie, sont pas les mêmes que des grandes questions théoriques, relativement impersonnelles dans le champ du savoir ou dans le champ des valeurs. Et donc la philosophie, je dirais, s'occupe de ces trois grands questionnements: un guide de vie, une réflexion sur les valeurs, une réflexion sur le savoir, et va poser des problèmes, des questions qui vont relier ces trois types de questionnements. Alors quand j'ai dit ça, j'ai pas tout dit, parce que un religieux pourrait dire c'est exactement ce qu'on fait nous-mêmes. La religion a toujours été également une vision du monde. Voilà de quoi le monde est fait. A toujours proposé également des valeurs, le bien, le mal. Et la religion a toujours été aussi un guide de vie. Voilà comment il faut se comporter, quel rituel il faut faire, etc. Donc la religion aussi, la pensée religieuse en tout cas, la pensée religieuse a toujours pris en charge également ces trois grands domaines de questionnement. Alors, du coup, ça nous amène à la question suivante: comment distinguer la philosophie de la religion si leur champ de réflexion est coextensif? Tout simplement, disons que la différence, c'est que la philosophie pose le même genre de questions que la religion, mais a un souci d'argumentation, un souci de justification, un souci de rationalisation plus élevé. Quand un théologien se pose, comme on l'a vu quand on parlait de philosophie médiévale, les grands théologiens sont devenus eux-mêmes des philosophes dès lors qu'ils débattaient, qu'ils justifiaient leur position, et donc la rationalisation de la pensée amène à devenir philosophe. J'émettrais peut-être un autre point de distinction entre la philosophie et la religion, qui serait aussi, alors l'argumentation, comme vous avez dit, et le pluralisme, c'est-à-dire que la religion va se référer à une révélation pour les trois religions du livre, en tout cas un Dieu monothéiste, et donc une espèce de cadre de normes qui ne permet pas l'accueil de la pluralité, tandis que la philosophie va se nourrir de cette pluralité et de cette altérité de pensée pour nourrir ses argumentations. Oui, alors bon, après on va trouver aussi des philosophes assez dogmatiques qui sont peu pluralistes, mais globalement, oui, vous avez raison. Plus il y a de dogmes, moins il y a de philosophie. C'est globalement incompatible. Plus il y a de révélations qui n'appellent pas de justification, voilà, il y a quelque part il faut choisir. Soit on dit ce que je dis sur le bien et le mal, je l'ai reçu par révélation et je ne peux pas en rendre compte si ce n'est en témoignant. Soit on essaye de prouver le bien fondé de ce que l'on a reçu ou de ce que l'on croit, et cette entreprise de prouver amène immanquablement à entrer dans des argumentations de type philosophique. Donc, mais effectivement, le dogme, l'intuition, la révélation sont pas incompatibles avec la philosophie dès lors qu'ils sont travaillés et ils sont remis partiellement en question du simple fait qu'on raisonne à leur propos. Ouais. Alors, si on veut définir la philosophie, donc il faut la distinguer de la religion, certes. Il faut distinguer aussi de
la troisième grande entreprise qui a vocation à dire des vérités, c'est là, c'est ce qu'on appelle la science, hein. Parce que philosophie, religion et science ont en commun de prétendre fournir des vérités théoriques, hein. Il faudra distinguer ces prétentions théoriques aux prétentions de vérités pratiques, ponctuelles ou particulières. Par exemple, un plombier, il va aussi chercher la vérité de son problème, hein, mais c'est un problème pratique. Un juge d'instruction, il va chercher la vérité, mais il va chercher la vérité d'un cas particulier. Un journaliste va chercher des vérités, mais il cherche des vérités dans une situation donnée, hein. Un journaliste ne prétend pas faire une vérité au plan théorique général, de même qu'un juge ou qu'un plombier. Alors que quand vous êtes un penseur religieux, un philosophe, un savant, vous avez une prétention à dire des vérités sur un plan très général, un plan théorique, hein, ou théorico-pratique, mais pas uniquement des vérités ponctuelles dans une situation donnée. Et donc, quelle est la différence entre... parce que les scientifiques peuvent dire aussi, eh bien, nous aussi, nous produisons une connaissance et nous la rationalisons. Et bien justement, la différence, c'est qu'ils s'en tiennent là. C'est-à-dire qu'un savant ne nous dit pas quel est le bien, quel est le mal, le juste et l'injuste. Il ne nous dit pas non plus comment nous comporter. La science n'est pas un guide de vie. Ou si les scientifiques se prêtent au jeu de dire quel est le juste et l'injuste et comment il faut se comporter, ils sortent de leur domaine de compétences, ils sortent de leur position de savant. Ils deviennent justement philosophes. Un scientifique qui dit sur la base de mon savoir, je suis primatologue, j'ai considéré les rapports entre voilà, et j'en déduis que voilà comment il faudrait bien se comporter dans la société humaine. Immanquablement, il est amené à relier son savoir à des valeurs, c'est-à-dire au fond à faire de la philosophie. Mais donc la grande différence à mon avis entre science et philo, c'est d'abord qu'elles n'ont pas le même champ d'extension. La science ne s'occupe pas du domaine des valeurs ni de la pratique, et en plus la science se donne des outils de décentrement autrement plus poussés. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'appelle le décentrement ? La pensée religieuse, pour justifier les vérités qu'elle pense produire, va se référer à la tradition, à l'autorité d'un texte, à l'autorité d'un clerc, à une révélation. Bon, on pourra toujours objecter, oui, mais bon, on a d'autres traditions, j'ai une autre révélation, comment puis-je me convertir, quel argument as-tu? Bon, justement, si on commence à avancer des arguments, à raisonner, la pensée se décentre, c'est-à-dire permet à une position d'altérité de converger vers un raisonnement. C'est-à-dire que raisonner, c'est quelque part permettre de partager sa pensée, de convaincre l'autre, d'être convaincu par autrui. Et c'est ça la décentration, hein. Donc le raisonnement est un processus de décentration, de même que le recours à l'expérience, hein. On peut se mettre d'accord, on dit bon, on n'est pas d'accord, mais là regarde, voilà les données qu'on a collectées, voilà l'expérience qu'on a faite, ça nous permet de nous entendre sur des faits. Eh bien la philosophie se décentre certes par rapport à la pensée religieuse, mais elle le fait qu'avec des moyens, je dirais internes, hein, alors que la science va passer de l'expérience à l'expérimentation, va passer du raisonnement au raisonnement formalisé, voire mathématisé. Donc la mathématisation, la modélisation, l'expérimentation, l'observation guidée, les statistiques, etc., sont des moyens de décentrer encore la pensée pour dépersonnaliser le savoir, hein, de telle sorte que idéalement un savoir scientifique est totalement dépersonnalisé. Vous faites une expérience, que ce soit à Tokyo par un japonais ou au Zimbabwe par un zimbabwéen, l'expérience, l'eau chaude, le CO2 trouble l'eau chaud où que vous soyez sur Terre, et vous pouvez le vérifier qui que vous soyez, quelle que soit votre langue, votre culture. Donc c'est quelque chose qui est décentré au sens qui ne se réfère pas à tel ou tel individu, telle ou telle culture, telle ou telle classe sociale, tel ou tel sexe, tel ou tel genre, etc., etc. Donc voilà, idéalement, ce que c'est que le savoir scientifique, c'est un savoir décentré. Et donc la philosophie se situe quelque part entre religion et science, et sans doute en concurrence frontale avec la religion, je crois qu'elles ont le même champ d'investigation, alors qu'elle n'est pas tout à fait en concurrence avec la science. En tout cas, elle est en concurrence avec la science que sur le domaine cognitif. Et c'est déjà beaucoup. Mais elle ne risque pas de disparaître, au fond, la philosophie. La science ne pourra jamais achever la philosophie, comme je me répète, elles n'ont pas tout à fait le même terrain de jeu. On aura toujours besoin de... Par contre, et ça nous amène sur l'actualité,
par contre, elle peut la supplanter comme cadre de pensée pour ensemencer nos actions, nos représentations, nos pensées, nos actions. Je m'explique. Quand on a la religion comme dogme, ça va structurer nos comportements. Quand on a la philosophie, on va dire jusqu'au XXe siècle, ça, pareil, ça va quand même irriguer nos représentations, nos pensées, nos actions. Et on voit bien les influences de Tocqueville sur la politique. Enfin, on voit bien comment, pendant longtemps, la philosophie, enfin, les philosophes ont pu ensemencer le cadre de référence des personnes pour conditionner leurs pensées et leurs actions. Aujourd'hui, la science est totalement dominante et il y a la technoscience avec, comme je disais tout à l'heure, numérique, transhumanisme et maintenant IA, qui prime, c'est-à-dire avec une distinction mais majeure, totale de la part de la plupart des créateurs, de la question de l'éthique, de la sagesse, du guide de vie, c'est-à-dire du lien avec les valeurs. Vous mettiez en perspective tout à l'heure sur la philosophie. Donc, à la fois une compréhension du monde, à la fois des valeurs, à la fois qui permet de donner une visibilité sur le savoir et une éthique de vie, pour le dire comme ça. Et bien là, il y a une fracture complète avec une adhésion quasiment, d'ailleurs, voilà, j'ai plus l'adjectif. Enfin, le fait d'avoir une foi inconditionnelle dans la science qui supplante complètement celle précédente de la philosophie de la religion et qui, de ce fait, s'exonère totalement du côté réflexif depuis Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui de la philosophie dans ce monde sur scientifique et sur techno? Alors oui, je dirais qu'effectivement, vous faites le constat que la technoscience domine le monde, et voire même le monde intellectuel. Je dirais que c'est à la fois très vrai et quand même, j'apporterai une nuance, hein. C'est-à-dire que oui, de fait, bon, le monde, alors on peut parler de technoscience dans la mesure où, bon, traditionnellement, la science et la technique sont deux choses bien distinctes, hein. La révolution industrielle, par exemple, c'est pas faite par des savants, hein. Ceux qui ont perfectionné les machines, les textiles, les machines à vapeur, etc., n'étaient pas des savants, c'était des ingénieurs, hein. Et bien petit à petit, au cours du 19e siècle, la science et la technique ont de plus en plus été liées et les grandes inventions techniques étaient adossées de plus en plus à des savoirs scientifiques. Et aujourd'hui, les deux sont extrêmement liés. On peut effectivement parler de technosciences, hein, comme une sorte de pôle, un méga pôle technique et scientifique. Les scientifiques et les ingénieurs se travaillent main dans la main. Et donc, effectivement, ce monde apparaît extrêmement dominant, hein. Il a accru considérablement notre pouvoir sur la nature, l'énergie nucléaire, la capacité de transformer notre génome. Vous parliez de numérique, de l'informatique, des nanotechnologies, de l'IA. Tout ça est un univers qui devient notre univers et qui est un univers technoscientifique et qui envahit tous les aspects de notre vie. Et ça va sans doute continuer. Et donc, effectivement, le monde dans lequel on vit paraît de plus en plus technoscientifique. Et ça, je crois que c'est vrai. Alors, la question de savoir si intellectuellement, quel est notre rapport à cette technoscience, je dirais que, en tant que consommateur, oui, nous absorbons de façon boulimique les produits technoscientifiques. Et dans le monde intellectuel, je dirais pas que si vous lisez par exemple, vous allez sur n'importe quelle librairie, vous regardez au rayon philosophie ce que les philosophes vont à dire de l'intelligence artificielle, de la science, du nucléaire, que sais-je, de la robotique. Ils vont toujours, la position par défaut, en tout cas en France, c'est de méfions-nous, hein, c'est méfions-nous toujours. Et sans doute à juste titre, hein, souvent à juste titre. Mais je ne crois pas que le monde des philosophes soit globalement devenu scientophile ou technophile, hein. Il y a toujours une position de méfiance. Et encore une fois, à juste titre. Mais c'est une position qui a un côté un petit peu systématique, hein. Et puis beaucoup d'entre nous, pas simplement en France, nous méfions et avons une sorte de réticence ou de crainte vis-à-vis notamment du transhumanisme et du post-humanisme.
Oui, c'est ça dont je voulais parler, j'avais un petit peu oublié. C'est l'horizon qui menace, qui menace ou qui est un horizon de promesse également. Est-ce qu'on va devenir immortel grâce aux nouvelles technologies? Est-ce qu'on va accroître notre puissance? Est-ce qu'on va accroître même notre plaisir, en comprenant mieux la chimie cérébrale, etc. Donc c'est une promesse de plaisir, une promesse de la fin du travail également. Les robots vont nous remplacer, l'intelligence artificielle va nous remplacer. Donc c'est peut-être l'avènement encore plus d'une société du super loisir. Donc tout ça peut être à la fois alléchant, du plaisir, du loisir, une connaissance décuplée et bon, mais c'est aussi une crainte parce que voilà, le chômage, dont va venir quoi, des sortes de vaches, encore plus, on va être domestiqué par nos produits techniques peut-être. Ça nous donne une vision assez triste de notre humanité si nous devenons simplement des consommateurs de technosciences, abreuvés, alimentés par une IA, divertis par une IA, qui nous donne ce dont a priori on a besoin, parce qu'elle a bien compris quels étaient nos désirs. Donc, est-ce qu'on va devenir des moutons? Donc, alors, je dirais que que la réticence ou la crainte, encore une fois partiellement justifiée, est aussi très très présente. Donc, je dirais pas tout à fait comme vous que on est tous techno-scientifiques, technophiles et scientophiles. Je dirais que la crainte est au moins aussi forte que l'attrait. Et ça me posait la question justement de cette place. C'est-à-dire que pour moi, la philosophie aujourd'hui aurait intérêt à être réflexive. D'ailleurs, je l'avais noté tout à l'heure, une spécificité de la philosophie, c'est sa capacité à questionner, qui conduit à argumenter, ou l'argumentation qui conduit à questionner. C'est dans les deux sens. Et peut-être que ce que vous dites est intéressant au sens de est-ce que il faut qu'on continue à réagir, et on sait que quand on réagit, on est dépendant de la chose en question à laquelle on réagit. Exactement comme aujourd'hui, avec Trump et Musk, le monde entier réagit à ce qu'ils font. C'est rare les gens qui ont une position qui est autre, c'est-à-dire ni dans le rejet, ni dans l'adaptation permanente. Et je me dis qu'est-ce qui peut être intéressant là, c'est une philosophie vivante et vivace qui se met vraiment en position méta-réflexive, pas en position méta, chercher à englober les savoirs. Hein, ça, c'est pas ça que je veux dire. C'est plutôt, OK, on a tel sujet, comment on le questionne? Et donc, le questionner sans le moraliser. Parce que je pense que cette position binaire, j'aime pas, donc aussi bien de fascination que de rejet, elle nous rend dépendants, mais elle nous rend pas forcément dans la posture philosophique de réflexion, d'esprit critique, de métaposition. Qu'en pensez-vous? Effectivement, on aura toujours besoin de philosopher pour assimiler de façon non naïve, de façon critique, le monde dans lequel on vit. Et oui, réfléchir, mettre en œuvre une réflexion critique et interrogative, ça, on n'en aura jamais fini avec ça. Et quelle que soit la puissance de la technique ou de l'IA, une IA ne nous dispensera jamais, par exemple, de penser voilà, que voulons-nous faire de notre vie, hein. Comment penser, voilà, vous prenez des exemples d'actualité ou sur les élections américaines, par exemple. Ce sera toujours notre responsabilité de nous positionner par rapport au monde dans lequel on vit pour faire notre histoire individuelle, pour faire notre histoire collective. Et ça, on ne pourra jamais se défausser de cette responsabilité de bien penser et de bien agir. Et bien sûr, l'IA peut toujours donner des bons conseils, hein. Vous avez des assistants personnels qui peuvent vous dire, moi, je suis ton assistant personnel, une intelligence artificielle très puissante. Je sais mieux que toi comment faire ton plaisir, comment faire ton bonheur, comment faire tes choix matrimoniaux, par exemple, hein. Voilà, tu devrais matcher avec un tel. Ce serait beaucoup mieux que tu es toujours attiré par des gens qui finalement t'attirent des problèmes. Donc, les IA nous connaissent parfois mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. C'est en partie vrai, ça, et ça sera sans doute de plus en plus. Mais il n'empêche que, à moins de vouloir renoncer à ce qui fait la fine fleur de nous-mêmes, c'est-à-dire la capacité de décider, de se rendre lucide sur soi-même et d'agir en conséquence, on ne peut pas déléguer sa responsabilité de vivre et nos choix existentiaux à une IA. Donc, à la limite, je préférerais
choisir un peu moins bien, mais choisir en étant l'auteur de mes choix que de sous-traiter ma liberté. Donc, je réponds un peu à côté de votre question, mais oui, je pense qu'on réfléchir, essayer de penser par soi-même, cet effort philosophique depuis toujours, depuis les origines, et ce sera un effort qui sera jamais obsolète, has-been. On aura toujours une responsabilité de bien penser le monde dans lequel on vit et notre propre vie. Alors, ça vaudrait le coup de conclure là-dessus, mais non, parce que j'ai un autre truc à vous demander. Mais je répète ce que vous venez de dire à un point, parce que je crois que c'est vraiment, vraiment important quand vous dites ce que je voudrais conserver, c'est choisir peut-être moins, mais bien, et ne pas déléguer ma liberté. Alors, je reformule, peut-être vous ne l'avez pas dit exactement comme ça, mais je pense que pour moi, c'est une éthique. Enfin, vraiment, c'est un squelette, c'est une colonne vertébrale, pardon, de penser ce que vous proposez. Et effectivement, si l'IA peut aider à renseigner des choses ou à contribuer à prendre une décision, ce qui va nous rester singulier, c'est la conscience, c'est le choix de nos valeurs, c'est la constitution de notre éthique, c'est la capacité à choisir et c'est l'exercice de notre liberté, notamment. Mmh. Oui, alors ce que je disais, c'est que je préfère choisir un peu moins bien ou un peu moins dans le sens de mes intérêts, mais choisir, que de tout déléguer mes choix, qui seraient sans doute plus conformes à mes intérêts ou à mes désirs profonds, mais du coup, je n'en serais pas l'auteur. Oui, je préfère donc un peu d'inefficience, disais-je, que un peu d'inefficience et malgré tout rester l'auteur de ma vie. Parce qu'effectivement, si on cherche l'efficience, la rationalité, la maximisation de nos intérêts ou de notre plaisir, très rapidement, ou c'est déjà le cas sans doute, l'IA nous dira mieux, nous proposera des choix plus optimaux, hein. Des choix de consommateurs, des choix matrimoniaux, disais-je, des choix en général. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que on a 18 ans, on a 19 ans, 20 ans, on se demande qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux être, je sais pas moi, voilà, est-ce que je vais faire une école d'ingénieur? Est-ce que je vais plutôt faire ci, plutôt faire ça? Peut-être qu'une IA pourrait dire, bah non, étant donné tes résultats scolaires, étant donné ce que je sais de toi, de tes aspirations, etc., il vaut mieux que tu sois médecin. Alors, on pourrait de plus en plus se laisser aller comme ça à sous-traiter notre vie. Mais Ça me fait penser à quelque chose aussi. J'ai lu, je ne sais plus où, que l'IA peut résumer notre personnalité en 2 heures. Ce qui peut être complètement angoissant pour certaines personnes, vertigineux pour d'autres. Et là, ça vient pointer un autre élément dont on n'a pas trop parlé, parce que là, il faudrait revenir au grec pour être plutôt dans cette réponse-là. C'est qu'en fait, on a un plaisir au chemin de vie. C'est-à-dire que si on pouvait à la naissance, au bout de 2 heures après être né, pof, on a sa personnalité, on appuie sur l'IA et roule ma poule, on a le chemin tracé hyper efficient, ben, c'est pas très savoureux l'histoire. Donc, peut-être aussi que ce qui nous est singulier, et là je m'appuie aussi bien sur la philosophie dans son côté réflexif que sur la psychologie en termes d'expérience, ce qui est savoureux, c'est le chemin. Et même si on se prend des murs, des difficultés, des choses piquantes, des choses peut-être pas passionnantes, il y a un plaisir au chemin. Tandis que si on se laisse complètement guider par l'IA sur tous vos choix, comme vous le disiez tout à l'heure, enfin, c'est l'utilisation qui est proposée, c'est de nous laisser de l'espace et du temps disponible, mais pour en faire quoi? Et donc, si ce temps disponible devient un temps de consommation, c'est là qu'on loupe la bifurcation du chemin. C'est-à-dire que le chemin intérieur, peu importe qu'on aille jusqu'à la spiritualité ou pas, mais la dégustation de ce chemin de vie et le côté réflexif sur l'expérience de vie qu'on a, pour moi, c'est la partie philosophique de la sagesse et ce côté maïoticien des Grecs, on passerait à côté de quelque chose de particulièrement essentiel. bah oui, je vous rejoins tout à fait. Le sel de la vie n'est pas toujours rationnel. Par exemple, prenons l'exemple je prends l'exemple dans la continuité de ce que vous dites. Quand on est un randonneur, on aime bien randonner, mais c'est une activité qui n'est pas du tout rationnelle. Le randonneur n'a pas hâte d'arriver à la fin. Il dit quel est le but de la randonnée? Bah, de revenir ici. Mais le but, c'est peut-être le but, mais
on n'a pas hâte d'arriver à la fin quand on randonne. On prend plaisir au cheminement lui-même, hein. De même, quand on, je sais pas, dans un rapport amoureux, on n'a pas hâte d'arriver à la fin du coït, par exemple. C'est pas quelque chose de rationnel. On prend plaisir à l'acte lui-même, à l'acte amoureux lui-même, etc., etc. Donc, de même que le plaisir de vie, c'est pas d'accomplir des buts le plus. Au contraire, le philosophe Alain disait le plaisir d'un travailleur, c'est de quelqu'un qui, le week-end, par exemple, va se faire une sorte de véranda, va un petit muret dans sa maison de campagne. Son plaisir, c'est pas de l'avoir en claquant des doigts, sa véranda. Ici, il a le plaisir à construire petit à petit parce qu'il voit voilà, le travail, l'efficacité de son engagement existentiel. Le mur donc, monte petit à petit. Donc, ce qui nous rend heureux, c'est finalement de surmonter des difficultés, de façonner nous-mêmes et le monde, de cheminer, comme vous disiez. Et donc, ce sont des activités qui sont en partie irrationnelles. Simplement, on a plaisir au cheminement et on ne cherche pas forcément l'efficience maximale. Randonner, c'est tout à fait inefficient. Voilà, je reprends cet exemple. Et l'intelligence artificielle pourrait le comprendre, ça. Donc, elle dirait, OK, bon, on a affaire à des gens pas rationnels qui veulent quelque chose sans le vouloir. Ils ont un but, mais finalement, ils ne veulent pas y arriver le plus rapidement possible. Très bien. Donc, elle pourrait prendre en question ça. Et si vraiment elle est tout à fait intelligente, elle comprendrait que l'être humain voilà, mène une vie qui n'est pas une vie de pure rationalité, mais qui a un jeu, hein, une singularité existentielle. Et vivre, c'est ça. Réussir sa vie, c'est peut-être réussir à surmonter étape après étape des difficultés, se construire soi-même, une sorte de parcours du combattant, mais qui, malgré tout, ne nous perd pas en route. Et l'IA pourra jamais faire ce cheminement à notre place. Donc, en fait, moi, je ne critique pas du tout l'IA. Ça peut être un outil formidable, un outil de connaissance formidable. Ça nous fait gagner un temps fou. J'ai même des copains économistes qui me disent qu'ils sous-traitent les questions mathématiques à l'IA. Ça leur fait gagner beaucoup de temps. Bref, ils sont plus productifs. Et donc, dans des tas de champs du savoir, l'IA peut améliorer notre savoir dès lors qu'on la bride pas complètement en lui imposant des normes notamment morales trop strictes qui va dire n'importe quoi. Mais l'IA peut être un outil d'efficience économique, de maximisation du savoir, hein, quelque chose d'extrêmement précieux. Donc moi, je ne rejette pas du tout. Au contraire, je suis très technophile à ce niveau-là. Mais il faut qu'on garde, sur un plan existentiel et éthique aussi, il faut qu'on sache la manœuvrer, quoi, hein. Ok. Merci. Alors, il y a un point sur lequel j'aimerais conclure, que je ne vous ai pas posé avant, parce que ça a émergé dans la conversation. Donc, on change complètement de cadre là dans ce que je vais vous demander. Est-ce que de votre connaissance, de votre expérience de la philosophie, vous noteriez dans cette vision panoramique de l'histoire mondiale de la philosophie, est-ce que vous verriez des éléments systématiques dans la manière dont la philosophie a émergé, se pense, évolue, etc. Est-ce qu'au travers des différents systèmes de pensée, vous verriez des éléments systématiques qui sont identifiables et qui reviennent? Oui, je dirais plutôt des analogies, hein, dans les trajectoires intellectuelles. Alors, voilà, mon travail consiste à comparer des évolutions intellectuelles. Et donc, quand on fait de la philosophie comparée, ou plus précisément de l'histoire de la philosophie comparée, c'est-à-dire qu'on compare l'évolution du monde intellectuel chinois, indien, en islam, grec, romain, slave, enfin russe, européen, etc., je constate, j'ai essayé de montrer que l'évolution d'une vie intellectuelle, à chaque fois, n'est pas complètement aléatoire, et il y a des récurrences, hein, si ce n'est des lois. C'est-à-dire, l'enrichissement de la vie intellectuelle se fait sous la mode d'une sorte de sortie de la religion, d'une autonomisation d'une pensée de type philosophique. Cette pensée de type philosophique se diversifie, se spécialise, se ramifie en diverses sous-spécialités. Les sous-spécialités en question deviennent des sciences indépendantes, ou si ce n'est des sciences indépendantes, du moins des spécialités qui vont fractionner le monde intellectuel, hein, parce que selon qu'on parle, est-ce qu'on peut parler par exemple de science au sens très fort du terme, je sais pas,
dans le monde indien ou dans le monde chinois, le terme peut être contesté. Mais on ne conteste pas qu'il y a une ramification de la vie intellectuelle. Et à partir du moment où cette vie intellectuelle se ramifie, la philosophie prend une tournure un peu spécifique, dirais-je, revient tendanciellement à des questions plus religieuses. Et finalement, si le processus arrive à terme, ce qui n'est pas le cas dans toutes les civilisations, puisqu'on n'est pas du tout, nous, là, on parle dans le monde européen, on est en plein cycle, si je puis dire. Mais quand ce cycle arrive à terme, c'est le cas donc de la philosophie grecque, de la philosophie romaine, de la philosophie et des cycles antiques ou médiévaux, en Chine, en Inde, en islam, eh bien, la religion finit par remporter la mise, c'est-à-dire que le monde intellectuel se finit par, dans un grand syncrétisme, même les pensées de type scientifique se disparaissent, et in fine, c'est la pensée religieuse qui redevient maîtresse du terrain. Donc, c'est ce que vous diriez donc sur les grandes phases. Alors, je vais les reformuler pour voir si j'ai bien compris, mais c'est surtout pour les auditeurs pour que nous aussi se repèrent. Donc, au début, il y a la religion, à partir de laquelle émane la raison, c'est-à-dire commencer à se distancier de la foi de la religion pour la questionner. De ce moment de raison, il y a une ouverture, notamment peut-être aux autres aussi, aux autres formes de pensée, aux autres apports, ce qui crée des ramifications, ce qui crée aussi différentes disciplines, ce qui crée la science, qui conduit au bout d'un moment à se poser des questions, et plouf, on retombe dans la religion pour terminer. Est-ce que c'est ça que vous avez dit? Oui, alors on retourne dans la religion, pas pour des raisons uniquement intellectuelles, et pour des raisons d'histoire socio-économique ou civilisationnelle. Il se trouve que on peut se demander, l'état de la question, pourquoi donc l'Empire romain s'est-il effondré, ou plutôt, il s'est pas vraiment effondré, en fait, c'est un long déclin séculaire. Alors, il est bien évident que quand une civilisation est complètement déclinante économiquement, démographiquement, à tous les niveaux, et même politiquement et juridiquement, elle n'a plus les moyens d'entretenir je dirais, une caste de philosophes ou de scientifiques qui ont encore le loisir de réfléchir sur les étoiles, et la géographie, la médecine. Donc, c'est l'infrastructure, pour parler en termes marxistes, c'est l'infrastructure qui ne permet plus à la superstructure d'exister, et donc cette superstructure disparaît. Donc, finalement, l'appauvrissement de la recherche, y compris savante, s'explique par l'impossibilité de la structure socio-économique de supporter ces recherches. Et quand une société comme ça dépérit, décline, eh bien, de quoi les gens ont besoin? Ils n'ont pas besoin qu'on leur parle des étoiles ou de mathématiques. Ils ont besoin qu'on les rassure. Ils ont besoin d'avoir une pensée encadrée, d'avoir des rituels, voilà. La religion va pourvoir mieux aux besoins des gens du 5e siècle dans le monde méditerranéen occidental. La religion va mieux servir ces intérêts-là que les mathématiques. Voilà. Donc voilà pourquoi finalement c'est la religion qui remporte la mise quand une civilisation est complètement déclinante. Alors, je rembobine. Donc, ce que vous êtes en train de dire, alors c'est pas la première fois que vous le dites, mais je l'ai souligné avant, mais pas vous interrompre. Donc, il y a quand même quelque chose qui est très intéressant sur l'autonomie financière de la pensée. C'est-à-dire, qui est-ce qui donne les moyens pour que les gens réfléchissent, si je le dis comme ça. Et vous l'avez montré tout à l'heure, il y a longtemps, quand vous parliez du Moyen-Âge, donc, et même avant. Donc, les moines pouvaient penser parce qu'ils étaient dans les monastères qui étaient financés par le monde féodal autour. Puis ensuite, on est allé sur les universités, continuer d'être financés par le pape, ainsi de suite. Donc là, et après, quand on parlait de la Renaissance, c'est l'autonomisation par les académies, mais ça veut dire qu'on est allé chercher auprès des princes et des mécènes des moyens pour avoir cette autonomie. Donc, il y a quand même quelque chose qui est corrélé, dont on n'a pas trop parlé, mais merci de le remettre en exergue, c'est l'autonomie de la pensée. Et là, on voit bien qu'il y a des milliards qui sont engagés pour tout ce qui est la technoscience, et il y a 3 francs 6 sous pour tout ce qui est sciences humaines, et a fortiori la philo. Donc, ça met en danger la capacité d'auto-réflexion de notre monde, puisque ceux qui pourraient le faire n'ont pas les moyens pour le faire, en tout cas pas les moyens suffisants, ou alors les universités d'aujourd'hui, et là je pense que vous allez apprécier mon propos,
où il y a une part administrative phénoménale qui est faite, qui fait que ça réduit le temps de recherche et par conséquent la qualité de pensée produite. Et donc vous dites que dans un moment où une civilisation peut décliner dans plein de facteurs, notamment son rayonnement économique, eh bien s'il faut faire des coupes sombres, ce que l'on voit dans différents endroits, hein, aussi bien en France qu'ailleurs, on voit que les coupes sombres sont faites sur tout ce qui nourrit l'être humain, ce qui est quand même un vrai questionnement incroyable, hein, 25% du budget de l'ESS en France, économie sociale et solidaire, est coupé alors que c'est tout ce qui tient la société humaine. Bon, voilà, les soins, le lien, etc., le social, bref, je referme cette parenthèse et on voit que aux États-Unis, qu'est-ce que fait Trump? Là, il est en train de revenir sur je suis l'élu de Dieu, donc on n'est plus dans le président de la République, là, hein, on passe à autre chose. Mais en tout cas, il réhabilite une religion forte. Alors eux, ils en ont plusieurs. Hein. Ils ont aussi la religion évangélique qui est en train de prendre la main aussi en Occident et en France. Et dans d'autres endroits, c'est l'islam qui est une religion conquérante et qui prend la main. Qui prend la main par rapport à un désordre, enfin c'est vécu comme tel par ces religions-là, c'est-à-dire que cette pluralité qui émerge de la diversité de nos sociétés, cette envie de tenir compte de l'altérité, cette envie de tenir compte de la pluralité, peut être vécue par des conservateurs comme quelque chose qui se désagrège et qui se délite. Et donc, l'effet de balancier fait de dire, bon, bah, on va revenir vers un conservatisme, on va remettre des verrous partout et on remet une religion bien claire, bien nette aux commandes et on remet les pouvoirs dans le bon sens. Car la religion d'abord, le pouvoir politique qui est du coup théocratique, et ça tient tout le monde ensemble et ça rassure le peuple. Et hop. Donc, en gros, vous êtes en train de dire que c'est un peu vers ça que nous allons. Alors, effectivement, si on se prête au jeu du pronostic, ou de la prospective, c'est un jeu dangereux parce qu'on a toujours tort. Hein. C'est rare que les prospectivistes disent des choses qui se réalisent. Mais en tout cas, si j'en crois mes analogies historiques, macro-historiques, effectivement, je suis assez pessimiste sur l'avenir du monde intellectuel dans le monde en général, et si on parle de la situation euro-occidentale également. Mais comme la mondialisation, entre-temps, fait qu'on est tous plus ou moins au même rythme, ouais, je suis assez pessimiste d'une façon générale, puisque effectivement, je crois que ce qui nous menace, c'est un appauvrissement tendanciel de la pensée, oui, effectivement, un rétrécissement. Alors, mais ça prend des siècles, hein, c'est-à-dire que je dis pas, voilà, je vois pas forcément dans l'actualité des indices de confirmation de mes thèses, parce que il y a tellement des mouvements qui sont lents, ou des inflexions. Bon, disons que si l'économie, voilà, pour revenir au début de la question, hein, le rapport entre l'infrastructure qui finance, qui permet à une certaine élite de faire de la recherche, hein. Si cette infrastructure, elle se détériore, si on a des problèmes économiques, et il semblerait que ce soit le cas, et que, à mon avis, il risque de s'aggraver, eh bien, le financement de cette élite d'intellectuels produisant des travaux de recherche risque de devenir difficile. Et oui, on va faire d'abord des économies dans le financement de la recherche, avant de faire des économies dans le chauffage ou dans l'alimentation. Hein. Donc effectivement, et d'une façon générale, si vraiment le monde rentre en crise économique et sociale, eh bien, les gens auront davantage besoin de se rassurer, de croire, de dogmes, de vérités tranchées, plutôt que de scepticisme, de relativisme, de pensée subtile, de questionnement, etc., etc. Donc je dirais que la demande sera du côté de la certitude, des dogmes, des vérités, de la polarisation, hein, comme on dit aujourd'hui à juste titre. Cette polarisation, elle invite les gens à avoir des certitudes plutôt que des questionnements, hein. Donc de plus en plus, effectivement, on risque d'être dans une société qui, parce qu'elle aura des problèmes sociaux et économiques, va réclamer des certitudes, des dogmes, des croyances, et donc un rapport plus conflictuel, plus problématique à la philosophie telle qu'on peut la rêver dans ce qu'elle a de meilleur, et même à la science, qui par ailleurs poursuivra son chemin encore un certain temps, hein, mais
dans une sorte de conflictualité avec la demande générale si effectivement la crise arrive et la situation socio-économique se détériore. Mais bon, j'espère avoir tort et que grâce aux gains de productivité que nous promet l'IA et la robotique, peut-être que j'aurai tort et qu'au contraire, nous allons faire que prospérer économiquement, que de nouvelles technologies vont nous permettre de relancer la machine et que tout en étant plus écologique, ces nouvelles technologies nous permettront de vivre mieux, de travailler moins et que tout ira bien pour le meilleur des mondes. C'est ce que j'espère, mais je ne crois pas tout à fait que ce soit le cas. Donc, si je vous entends, finalement, se questionner, c'est la possibilité quand on est dans l'abondance et le luxe. Et quand tout va bien, on peut se permettre de se questionner. Et quand ça ne va pas, on a besoin d'être rassuré. Et ceci d'autant que si on instille une culture de la peur, évidemment, on va induire un besoin d'être rassuré et donc des éléments cadrans, beaucoup plus binaires qui permettent de dire les hommes c'est à gauche, les femmes c'est à droite, les blancs c'est là, les noirs c'est là, enfin un truc bien simple, bien simplifié pour appréhender la complexité du monde. Oui, je crois qu'effectivement, c'est ce que je constate en faisant de l'histoire de la vie intellectuelle. Dans les périodes de troubles, on a besoin de certitude, on a besoin d'hommes, de croyances, de révélations, de textes sacrés, ou d'autorité, voilà. Alors l'autorité, ça peut être n'importe qui, ça peut être Hitler, hein, ça peut être Auguste, ça peut être je ne sais pas quel calife ou quel texte sacré, mais dans les périodes de troubles, on a plus besoin d'autorité que des espèces de Socrates contemporains qui nous amèneraient toujours plus à remettre en question justement des autorités, des sacralités. Alors, j'ai envie de finir avec une note positive. Donc, on est bien d'accord que nous aurons une prospective qui sera évidemment revisitée par le réel et qui sera sans doute fausse. Tant pis, ce sera risqué. Mais c'est la première fois de l'humanité où nous avons la capacité à être en position méta sur ce que nous vivons. C'est la première fois que nous pouvons, alors j'ai pas dit qu'on y arrive, et du coup l'intérêt des IA, ça serait ça, de rassembler les connaissances en très peu de temps, mais c'est la première fois de l'humanité où nous pouvons accéder au savoir global sur qui nous sommes, et donc où nous pourrions avoir une position distanciée. Et par conséquent, où nous pouvons voir ce que nous sommes en train de faire et peut-être orienter le grand bateau Titanic vers autre chose. C'est-à-dire que soit nous sommes pris dans un mouvement global, majoritaire, c'est apparemment le cas pour le moment, qui nous amène vers le nouveau mur autorité, cadre, normes, foi, machin, où nous avons suffisamment de capacité à observer le monde pour faire un autre choix et amener ailleurs et autrement l'humanité. En tout cas, on peut peut-être être quelques-uns à essayer de nourrir ça pour dire on pourrait peut-être se dégager pour une fois de ces millénaires de conditionnement qui donnent cet effet de balancier à l'histoire, à la philosophie, à la pensée, ces côtés cycliques et répétitifs. Et pourquoi on n'aurait pas droit à faire autrement? Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire chiche, on essaie? Ouais. Oui, je crois que c'est le paradoxe du monde du monde contemporain ou d'un monde technoscientifique, c'est-à-dire que le paradoxe, ça serait le suivant. L'humanité se connaît de mieux en mieux, a de plus en plus les moyens, grâce à la science et grâce à la technique, de comprendre les mécanismes sociaux, de comprendre les mécanismes économiques, de comprendre et de se maîtriser par des moyens de communication, d'information. On a de plus en plus les moyens de se comprendre et de se transformer. Et curieusement, tous les savoirs dont nous disposons sur nous-mêmes, tous les savoirs des sciences humaines, par exemple, ne nous ont pas permis de rendre la société tout à fait conforme à ce qu'on pourrait espérer. C'est-à-dire que c'est pas les progrès en sociologie, en anthropologie, en économie ne nous permettent pas tout à fait de faire que la société soit un paradis. Et donc, ce que je vois de paradoxal, c'est comme vous disiez, nous avons potentiellement les moyens d'orienter notre humanité vers le mieux,
on connaît mieux les mécanismes qui nous gouvernent, historiquement, sociologiquement, anthropologiquement. On connaît mieux ces mécanismes. Donc, on aurait les moyens, voilà, de nous orienter vers ce que fondamentalement on désire faire. Et en même temps, nous sommes embarqués dans un processus, et ce progrès technoscientifique est aussi un processus, c'est-à-dire une sorte d'immense machine dans laquelle on est embarqué, dans les rouages desquels on est embarqué, et on ne maîtrise pas ce processus. Donc, au même moment où nous maîtrisons, nous avons l'impression de pouvoir totalement maîtriser le cours de l'histoire, eh bien, ce cours de l'histoire nous échappe. Et effectivement, donc j'aurais envie de vous rejoindre dans cette voie d'espérance et de volonté. Hein. Prenons-nous en main. Nous avons, puisque nous nous connaissons mieux, puisque nous connaissons mieux la nature humaine, la nature de la société, et que la technique nous permet d'agir plus efficacement, eh bien, tentons notre chance, hein, prenons cette chance. Donc, j'ai envie de vous rejoindre, mais je constate en même temps que ce progrès est aussi un processus, et qu'on tire à U et à Dia, qui est qu'on ne tire pas exactement dans le même sens. Donc, comme les volontés des citoyens sont divergentes, du coup, on ne peut pas avoir une action sur nous-mêmes globale qui soit efficiente et convergente. Et donc, toute la question que vous posez, c'est aussi celle du pluralisme. Hein. Si on était tous d'accord, on pourrait globalement s'orienter dans telle ou telle direction et profiter des bienfaits du savoir et de la technique. Mais comme on tire dans des sens différents, ne serait-ce que parce qu'on est à droite, parce qu'on est à gauche, on est conservateur, on est progressiste, on est ceci, on est cela, ou alors on est d'Occident ou d'ailleurs, et on a des intérêts géostratégiques divergents. Et du coup, ce qui nous permettrait de nous unifier et d'établir une sorte de paradis sur Terre, eh bien, cette affaire est compliquée. Hein, par la divergence géopolitique, par la divergence des citoyens, par la divergence des personnalités. Et donc, c'est sans doute possible, mais pas facile. Et en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, et on va finir là-dessus, c'est de dire que, voilà, effectivement, là, aujourd'hui, en février 2025, ce que l'on voit, c'est cet énorme processus, ces rouages, ce rouleau compresseur de toutes les manières qui est là. Des milliards investis dans une direction, des personnes qui avancent tout droit, qui balayent tout ce qui a été fait. Donc oui, on peut être pris dans cette dynamique du rouleau compresseur. Et objectivement, à l'instant T, là aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Et dont on voit combien partout dans le monde, des gens s'emparent de ça en disant « Oh, mais c'est génial, allez hop, on va dégraisser toutes nos démocraties et nos États de tout ce qui est superflu, ça va être formidable. » Donc oui, le premier pronostic de base, c'est de dire on y va direct. OK. Et en même temps, l'histoire montre que très souvent, ce qui a fait basculer à autre chose est venu de minorités. Et si on prend l'éternelle référence à l'Empire romain et à la chrétienté, c'est quand même ces petites sectes chrétiennes minuscules là qui ont participé à faire basculer le monde. Donc, on peut regarder quel type de minorité nous pouvons nourrir, avec quelle force nous les nourrissons. Je ne parle pas de force en termes de puissance masculiniste, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais comment on les nourrit de racines suffisamment solides pour leur permettre de croître et peut-être de contribuer à autre chose. Je vous laisserai le mot de la fin. Eh bien, écoutez, je veux bien contribuer autant que je peux, dans la mesure de mes moyens, à ces forces dont vous parlez, qui pourraient nous éclairer davantage sur notre destinée et œuvrer pour que la vie soit meilleure ici et ailleurs. Et donc, je crois que c'est aussi le principe de ces podcasts, votre engagement, et le mien d'une certaine façon aussi, de faire notre possible, en tout cas pour que ces minorités et potentiellement la majorité s'orientent vers un monde meilleur. Donc on y travaille. Et alors, pour conclure, rappelez-nous le nom de votre ouvrage pour que les gens s'en inspirent, et l'éditeur, et qu'ils se précipitent à le lire. Alors, c'est l'histoire mondiale de la philosophie. Le sous-titre étant « Une histoire comparée des cycles de la vie intellectuelle dans 8 civilisations ». C'est paru aux Presses universitaires de France, donc au PUF, en 2021 ou 2022. J'ai écrit 2022, pardon, donc Presse universitaire de France en 2022 par Vincent Citeau. Merci. Et est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver l'évolution de vos travaux, vos articles et autres? Oui, j'ai un blog WordPress où tout est référencé, où je référence tous les articles
que j'ai écrit tous les livres, tous mes travaux. Donc c'est vincencito.com. Eh bien, je vous remercie pour cette page de pub parce que c'est essentiel aussi d'aller nourrir et lire, hein, ceux qui travaillent pour nous éviter le mur. Donc, Merci. merci pour cet entretien. Je vous souhaite de bien continuer vos travaux. Merci beaucoup.